nous des éléments essentiels de ce qu'on pourrait appeler la défense en profondeur de la nation face aux chocs violents auxquels elle doit être préparée, en complément bien entendu des moyens publics. Nous avons donc de nombreuses questions à vous poser, notamment par exemple concernant le service national universel. Ce projet phare du quinquennat nous semble primordial pour deux raisons. Tout d'abord, il doit permettre de sensibiliser les jeunes sur des sujets essentiels pour la résilience, comme l'acculturation au risque ou les premiers secours. Ensuite, il est potentiellement un puissant vecteur d'engagement et d'organisation des jeunes citoyens, en leur montrant ce que peut être un projet commun fondé sur les valeurs de la République, en complément de toutes les actions par ailleurs. Vous nous indiquerez, si vous pouvez, où en est ce projet et quelles inflexions il a pu connaître à l'épreuve de la crise sanitaire. Et nous serons également très heureux de pouvoir vous entendre sur le rôle du monde associatif dans la résilience nationale, ainsi que sur l'évolution de la réserve civique. Je vous propose de commencer par une intervention d'une dizaine de minutes et ensuite nous pourrons poursuivre nos échanges sur la forme de questions-réponses. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le député, de votre invitation, mesdames, messieurs les députés. Donc, très heureuse, en effet, de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet qui est central. Vous l'avez très bien dit, évidemment, dans le cadre de toute façon de nos actions au quotidien et également dans cette politique publique innovante que nous lançons à travers le service national universel. Donc, c'est vrai que sur la mission que vous menez, moi j'interviendrai surtout sur la capacité des citoyens à faire face aux crises graves et aux dangers vitaux. C'est vraiment là, au sein de ma direction et de la délégation interministérielle de la jeunesse, que notre action se situe. Et comme vous l'avez très bien dit, on a deux grandes cibles, les générations montantes, avec un enjeu fort parce qu'elles ont un rôle clé, et donc de les informer, de les former, de les sensibiliser et de leur donner à voir aussi ce rôle clé et comment elles peuvent l'assumer et d'ores et déjà y contribuer, ce qu'elles font d'ailleurs, et je vous le dirai. Et donc pour cela, il y a le service national universel, et on y reviendra sur les trois étapes clés, et le séjour de cohésion en particulier, qui permet qui est un peu ce rite de passage à l'âge adulte et qui permet de donner un socle commun à toute une génération. Ce sont aussi donc les soutiens que nous apportons aux différentes associations d'éducation populaire qui organisent les accueils collectifs de mineurs, les colonies de vacances, le temps périscolaire et extrascolaire, et sur lequel évidemment ces sujets de résilience de la nation sont centraux, puisqu'ils convergent aussi vers les sujets de citoyenneté, et c'est bien de ça dont il s'agit. Et donc la deuxième cible, après les générations montantes, c'est la société civile en règle générale. Et là, c'est vrai qu'on peut l'articuler autour des réserves civiques, de la réserve civique que nous animons, et en particulier à travers la plateforme Je veux aider que nous avons lancée lors du premier confinement. Alors, si vous me permettez peut-être deux, trois choses déjà sur le SNU, où nous en sommes. Donc, ce programme cette politique publique a été lancée en 2019. Donc, le SNU, ce sont trois étapes clés. La première, le séjour de cohésion d'une douzaine de jours vers 15-16 ans, de 15 à 17 ans, donc, qui sont des séjours en hébergement très structurés avec des modules et des thématiques clés, dont une thématique, parmi les 7 thématiques, on a bien la thématique résilience et défense et sécurité. Donc, c'est défense, sécurité et résilience nationale. Donc, vous voyez, c'est au cœur quand même du projet. Et un certain nombre de modules qui concourent, en particulier donc les modules qui sont animés dans le cadre de la JDAN, la journée défense et mémoire, qui est animée par les armées. Et d'autre part, on a également le module national sécurité intérieure, où là aussi les thèmes, et après je pourrais décrire si ça vous intéresse, pour la journée défense et mémoire, le module résilience, c'est un atelier alerté, protégé, et un atelier se déplacer en zone difficile, parce que vous l'avez bien compris aussi, le SNU, le séjour de cohésion, c'est de la pédagogie active. L'enjeu, c'est que les jeunes sont au cœur de l'action, on n'est pas dans de l'information descendante, on est bien sur des pédagogies très actives où les jeunes sont dans l'action. Et concernant le module sécurité nationale, donc là aussi, c'est un module important où on est, pareil, alerté, protégé, secourir à la suite d'un accident de circulation, apprendre les gestes qui sauvent,
prévenir le cyberharcèlement, qui est un module et une séquence qui a été très, très apprécié, qu'on est en train de renforcer, qui a été très apprécié en juin 2021, et participer à la recherche d'une personne disparue suite au signalement d'une disparition inquiétante. Donc là, c'est vraiment sur le SNU en tant que tel, le séjour de cohésion. Après ce séjour de cohésion d'une douzaine de jours dans l'année qui suit, donc on invite tous les participants à s'engager dans leur territoire dans une mission d'intérêt général. Et là aussi, donc, à nous de proposer un certain nombre de missions qui sont proposées par les corps en uniforme, la sécurité intérieure, et où les jeunes vont être vraiment en action. Et la troisième étape, qui est le Graal, qui est le Graal du service national universel, c'est l'engagement volontaire de 3 mois et plus avant 25 ans. Et dans le cadre de cet engagement volontaire, évidemment, nous, je dirais qu'en tête de gondole, on a le service civique, où là, on est sur des missions de 6 mois et plus de volontariat qui sont indemnisées. On a également toutes les missions qui sont au moins de cette durée-là de la réserve civique, mais il y a également les sapeurs-pompiers volontaires, les scouts, enfin, vous voyez, on a tous les types d'engagement. Donc ça, c'est important. Peut-être ajouter quand même qu'au-delà des 2 modules défense et sécurité nationale qui, vous voyez, donc traitent très clairement et de façon approfondie la résilience dans le séjour de cohésion, on travaille également sur la résilience aux risques naturels et technologiques dans le cadre en particulier de l'agenda 2030. Hein. Et ça, donc, on travaille avec le ministère de l'Intérieur, mais également le ministère de la Transition écologique. Et puis, on apporte donc aux chefs de centre qui organisent les programmes un certain nombre de modules et de possibilités. On travaille aussi sur l'initiation à la réduction des risques de catastrophe avec la Croix-Rouge et d'autres acteurs avec lesquels nous travaillons sur cette résilience. Donc, pour vous dire qu'au sein du SNU, la résilience nationale est évidemment très importante. Sur les modalités, donc, on a eu 2000 volontaires en 2019 et en 2021, nous avons accueilli 15 000 volontaires. En juin 2021, on avait un objectif de 25 000, mais en raison des protocoles sanitaires, on a été obligé de diviser par 2 nos objectifs. On a poussé un peu les murs et on a réussi à accueillir 15 000 jeunes volontaires donc dans tous les départements. Il y avait au moins un centre par département qui était vraiment l'objectif de cette année 2021. En 2022, donc, on a un objectif encore plus ambitieux parce que l'idée, comme le nom du SNU l'indique, c'est d'arriver vers l'universalité de cette politique publique. Et l'universalité de cette politique publique montre bien que l'étape 1 et l'étape 2 sont des étapes qui doivent s'ouvrir vraiment à tous les jeunes. Donc, on se destine à généraliser le SNU et donc toucher toute une tranche d'âge, c'est-à-dire à peu près 700 000 jeunes citoyens à terme. Donc, en 2022, 50 000 jeunes volontaires seront accueillis au premier semestre 2022. On organise ça autour de 3 sessions. Une session assez modeste en février, mais qui va nous permettre aussi d'être sur le temps scolaire. Et ça, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'on va mixer le séjour, une semaine en temps scolaire et une semaine sur les vacances, et puis une session deuxième quinzaine de juin et une session première quinzaine de juillet. Donc là encore, des objectifs ambitieux et sur lesquels nous sommes très mobilisés. Donc ça, c'était déjà, après je répondrai à vos questions, mais sur le SNU. Sur la réserve civique, donc vous dire que aujourd'hui, la plateforme que nous avons lancée donc, au printemps 2020 a permis à 345 000 bénévoles de s'inscrire sur cette plateforme. Et donc, là aussi, l'idée, c'est que ils décrivent en fait ce qu'ils sont prêts à faire et comment ils sont prêts à se rendre disponibles. 100 000 missions ont été réalisées depuis mars 2020 sur cette plateforme. On a 6 500 organisations partenaires et c'est un budget un peu moins de 1 million d'euros. Et ce sont des bénévoles donc de tout âge qui se sont mobilisés pendant et après la crise sur un certain nombre de sujets, en particulier la lutte contre l'isolement, l'éducation pour tous, l'accompagnement des personnes sans abri
les aides alimentaires et de première nécessité, et l'accueil de nouveaux arrivants, la santé, la protection de la nature sont les grands thèmes qui ressortent. Et là encore, à noter, c'est que sur les 340 000 bénévoles inscrits sur la plateforme, 42% en moins de 30 ans, ce qui montre aussi l'engagement, si vous voulez, des générations montantes qui sont prêtes donc à se mobiliser dès lors qu'on leur propose les outils qui conviennent. Donc, c'est ça qui est important. Troisième point, peut-être le service civique, mais je crois que vous avez auditionné donc, la présidente de l'agence du service civique, puisque l'agence est sous la tutelle de la JEDVA, mais donc là encore, c'est également un dispositif qui contribue à la résilience nationale, même si un certain nombre de points mériteraient d'être travaillés, on l'a vu avec l'expérience du confinement. Voilà, monsieur le député, peut-être en propos introductifs, et puis après, je vous propose de répondre à vos questions. Très bien, écoutez, merci beaucoup, Madame la Directrice, pour ces propos introductifs. Je vois qu'on a été rejoint par notre collègue Carole Bureau-Bonnard, qui signalera si elle a des questions. Moi, de manière générale, alors je me pose sur le SNU une petite question, parce que j'apprends qu'en 2022, une partie va être réalisée sur le temps scolaire. Donc, finalement, pourquoi cette nouveauté d'une certaine manière? Et quelle est, selon vous, la trajectoire de montée en puissance dans les années qui arrivent après 2022, puisque vous avez effectivement rappelé l'objectif de 700 000. Et donc, entre les 50 000 de 2022 et les 700 000, il restera encore à faire plus que multiplier par 10 le nombre de jeunes accueillis. Et donc, il y a un vrai sujet sur la massification du dispositif. Oui. Donc, sur le temps scolaire, plutôt l'articulation du temps scolaire. Donc là aussi, il y a deux sujets pour nous. Pourquoi cette articulation avec le temps scolaire? C'est d'une part parce que le SNU n'est pas un programme scolaire, loin s'en faut. Pour autant, là encore, nous, ce qui nous importe, c'est que le SNU doit être utile et aux jeunes et à la République. Et donc, quand on dit ça, ça veut dire qu'il faut bien, c'est pas un dispositif de plus qu'on colle dans le parcours d'un jeune, on est bien dans quelque chose qui doit être tout à fait cohérent. Et comme je disais, le séjour de cohésion, qui est un peu ce rite de passage à l'âge adulte vers 15-17 ans, est aussi quelque chose qui doit valoriser tout ce qui a été fait précédemment, et en particulier dans le cadre de l'enseignement moral et civique, et même de renforcer, de valoriser cet enseignement moral et civique dans les années qui précèdent l'entrée dans le séjour de cohésion. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et de la même façon aussi de valoriser tous les engagements que des jeunes ont pu avoir avant les 15 à 17 ans, et de montrer justement à quel point ces engagements sont précieux. Pourquoi on intervient aussi sur le temps scolaire? Parce que, comme vous le dites, dans le cadre de la montée en charge du dispositif, il n'est pas raisonnable de se dire qu'on va concentrer 700 000 jeunes sur une même période à accueillir dans des lieux. Enfin, vous voyez, ça nécessiterait des moyens, de mobiliser des moyens et des infrastructures qui semblent peu réalistes, et là encore, qui ne sont pas forcément non plus très compatibles avec les différentes contraintes de vie des différents jeunes. Donc, c'est pour ça que, de toute façon, comme les programmes, si vous voulez, comme l'idée, c'est qu'on y ait bien une articulation et que tout ça soit cohérent entre ce qui est dispensé à l'école et ce qui va être mis en œuvre dans le cadre du SNU. Il y a évidemment des ponts qui se font et des cohérences et de la continuité qui peut s'agir, qui peut s'articuler, et d'autre part, se mettre en place, pardon, et d'autre part, pour des questions aussi d'organisation, on doit mixer sur du temps scolaire. Donc, c'est pour ça que là encore, il ne s'agit pas de bouleverser tous les programmes et tout le système de l'éducation nationale. Pour autant, il est important de voir comment justement ça impacte quand on intervient sur le mois de février, on sera une semaine en temps scolaire et une semaine donc en temps de vacances, mais de voir précisément là encore comment on avance concrètement là-dessus de façon cohérente, aussi bien pour le jeune que pour la République. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Sur la montée en charge, donc on a déjà, on avance, pour l'instant nous sommes régis par le décret du 29 juin 2020,
donc qui a porté diverses dispositions relatives au service national universel et qui a donc donné un cadre juridique aux 2 premières phases du dispositif, donc le séjour de cohésion et les missions d'intérêt général. Donc ça, c'est un premier point. Ce décret a précisé les autorités compétentes. Aujourd'hui, donc, les modalités de l'organisation territoriale pour la mise en œuvre du SNU sont confiées un rôle central est confié au recteur de région académique qui organise le séjour de cohésion et assure le recrutement et la gestion des personnels. Là encore, le recrutement du personnel encadrant doit obéir à des règles précises visant à garantir évidemment l'honorabilité de tous les encadrants. Et l'article 112 de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique a autorisé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires par voie d'ordonnance pour adapter le droit en vigueur en vue de définir les conditions de recrutement des personnes chargées d'encadrer les volontaires du service national universel. Donc ça, c'est un peu le premier point, parce que les conditions de réussite, je dirais, du SNU, elles reposent sur 3 piliers majeurs, que sont d'une part, évidemment, comment on engage les jeunes dans le SNU. Le deuxième point, c'est l'encadrement, et le troisième point, c'est l'immobilier. Sur l'immobilier, donc là, on a confié une mission à l'inspection générale éducation, sport, recherche, et donc les premières conclusions sont attendues pour la mi-décembre, et ce travail donc va nous permettre, va contribuer à faire émerger un modèle de déploiement du SNU sur tout le territoire, donc sur cet aspect immobilier. Et puis le premier pilier, donc, qui est comment on engage donc ces jeunes. Donc pour l'instant, on est sur une inscription volontaire des jeunes au service national universel. Mais là encore, le caractère pour atteindre l'universalité, on doit rendre obligatoire en fait ces 2 premières phases, et ce caractère obligatoire doit faire l'objet d'une réflexion et d'une concertation approfondie, et le statut des volontaires sera précisé. Toutes ces réformes ressortent en fait de la compétence du législateur, voire du pouvoir constituant, s'agissant en particulier de l'insertion du SNU parmi l'insertion du SNU à inscrire donc dans les obligations prévues par le Code du service national. Donc voilà où nous en sommes sur la montée en charge. Donc là encore, l'idée c'est d'arriver à une généralisation. Et donc, on n'a pas pour l'instant les différents scénarios qui ont été arbitrés, mais puisqu'on estime que ça fait l'objet en effet d'une réflexion, d'une concertation approfondie, avec en outre donc les réformes qui relèvent de la compétence du législateur, voire même d'évolution de la Constitution. Très bien, merci Madame la Directrice. Ce que je comprends, donc finalement, c'est que effectivement, on apprend en marchant d'une certaine manière, et que effectivement, un vecteur législatif considéré sera nécessaire effectivement pour gérer cette partie obligation. Je prends pour ma part l'évolution en 2022 sur le temps scolaire un peu aussi d'un point de vue expérimental aussi d'une certaine manière, pour tester comment ça peut fonctionner, pour tendre, on va dire, vers la généralisation. Vous ne m'avez pas répondu sur la question de la trajectoire de massification, qui, je pense, est une question extrêmement difficile pour vous, mais est-ce qu'on peut au moins donner un ordre d'idée d'une année à partir de laquelle on estime que les 700 000 jeunes seront, ou d'une durée, enfin, est-ce qu'on est sur quelque chose type 3 ans, 5 ans, 10 ans, ou tout simplement est-ce que, selon vous, les arbitrages ne sont pas encore pris, et sans doute au début du prochain quinquennat, il y aura une nouvelle impulsion à donner pour définir cette trajectoire. Finalement, aujourd'hui, vous vous préparez, mais la trajectoire est encore si j'ai bien compris. Voilà, on travaille sur plusieurs scénarios, mais les arbitrages ne sont pas faits. On a plusieurs scénarios. Après, c'est une question, effectivement, ça dépend du législateur, et voilà. Mais on travaille sur plusieurs scénarios. Nous, on est vraiment en ordre de marche. Et comme vous dites, on avance en marchant parce qu'on est quand même sur une politique publique qui se veut très innovante et très partenariale, et avec une ambition très forte, je vous dis, de répondre à cette double injonction d'être utile aux jeunes et à la République. Ça peut sembler très simple, mais là encore, quand vous avez toujours cette ligne de conduite dans les actions que vous menez, vous voyez il faut, on est très exigeant et très ambitieux. L'enjeu, c'est d'offrir le meilleur aux générations montantes.
Alors, je crois que notre collègue Carole Bureau-Bonnard a une question pour vous. Carole. Oui, merci monsieur le rapporteur, bonjour madame et bonjour à vous tous. Ça rejoint un petit peu la discussion que nous avons actuellement, c'est de savoir ce qui est le mieux ou ce qui sera le plus profitable et pour les jeunes et pour la République, ou en tout cas pour notre pays. Mais dans le cadre justement de notre mission résilience, est-ce qu'au niveau du programme de l'organisation future, est-ce qu'il n'y a pas un pan, peut-être un focus particulier qui peut être un peu augmenté, notamment sur les préventions, j'allais dire des risques en général. Et est-ce que vous avez aussi une idée complémentaire, j'allais dire, par rapport à votre autre pan aussi de votre travail, de votre mission, notamment sur la vie associative, est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient peut-être être complémentaires aussi pour qu'on puisse avoir des réactions adaptées, par exemple en cas de crise, avec des liaisons, des liens qui peuvent se faire entre tous. Merci beaucoup. Merci Madame la députée. Alors, en effet, la résilience est quand même vraiment au cœur, je disais, des 7 thématiques qui sont développées dans le cadre du séjour de cohésion du SNU. Et donc là, donc c'est vraiment, parmi les 7 thématiques, on a défense, sécurité, résilience nationale. Donc, vous voyez, c'est vraiment au cœur du programme. Et défense, sécurité, résilience nationale, c'est décliné vraiment, je dirais, avec 3 acteurs clés. D'une part, donc, les armées dans le cadre de la journée de défense et mémoire qui donc se tient, c'est une journée entière qui est animée par les armées dans le cadre des séjours de cohésion. Et là, on a quand même les modules résilience, atelier, réflexe, avec un atelier qui est alerté, protégé, et l'atelier se déplacer en zone difficile. Et par ailleurs, donc ça, et plus il y a également tout ce qui concerne la cybersécurité. On travaille aussi donc un module vraiment résilience nationale avec la sécurité intérieure, et donc là encore un module qui est très structuré, organisé sur une journée, et on est sur une pédagogie active. Donc il y a la séquence disparition inquiétante, atelier prévention du cyberharcèlement, et on l'a vu en juin en plus 2021, qui a permis aussi aux jeunes de vraiment libérer la parole, et donc aussi bien de s'auto-protéger d'une certaine façon, mais également de nourrir la dimension de solidarité très forte entre eux. Et puis, la séquence alerter, protéger, secourir à la suite d'un accident de la circulation, la séquence alerter, protéger, secourir à la suite les gestes qui sauvent, pardon. Donc ça, c'est avec la sécurité intérieure. Et enfin, on travaille aussi cette résilience avec les associations. Donc, je citais la Croix-Rouge en particulier, mais là encore sur les risques, contribuer à la réduction des risques de catastrophe. Là, sur également tout ce qui est l'urgence sociale. Et enfin, sur le développement durable, donc là, nous poursuivons et nous sensibilisons les générations montantes, évidemment, à l'agenda 2030, et en particulier la résilience aux risques naturels et technologiques qui concerne plusieurs objectifs de l'agenda 2030. Et là, on travaille avec le MTE et les différentes associations. Donc, c'est Là encore, on a un corpus, si vous voulez, sur les programmes qui se nourrit et toujours plus. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, on est vraiment dans quelque chose de très organique, le SNU, puisque l'idée, c'est d'obtenir à chaque fois le meilleur. Ensuite, chaque chef de centre donc est responsable de son programme, il a un cahier des charges à respecter. Et là encore, ce que l'on constate, c'est que ce que les jeunes apprécient, c'est en effet des cas concrets de témoignages, des gens qui sont dans les vraies thématiques, qui puissent raconter leur expérience, ce qu'ils font. De la même façon qu'on a aussi tout un module où on présente les métiers de la sécurité, donc de tous les métiers, pas pour enrôler les jeunes dans ces métiers, ce n'est pas l'objectif, c'est pour que les jeunes comprennent à quoi sert la police, la gendarmerie, les différentes forces de l'ordre, mais au-delà de ça, pour
contribuer aussi en cas de situation de catastrophe, d'attentats terroristes, d'accidents très importants de la route, pour qu'ils comprennent, eux, les comportements qu'ils peuvent avoir et comment ils peuvent contribuer justement à la résilience. Parce que là encore, on le voit, chacun peut avoir envie de faire des choses. S'il n'a pas les bons réflexes, il peut faire des bêtises et finalement ne pas du tout aider les forces. Et donc là encore, c'est ce qu'on fait dans le cadre de ces journées-là, c'est qu'ils comprennent le jeu du collectif, quel rôle ils peuvent jouer, que parfois ce n'est pas prendre l'initiative, mais c'est pouvoir faire ce qu'on leur demande de faire. Et donc, là aussi, pendant le séjour de cohésion, vous savez, on leur donne une tenue, donc, qui est finalement très appréciée, on l'avait vu en amont, qui est quelque chose pour eux qui renforce le sentiment d'appartenance. Cette tenue, ils la conservent. Et précisément, l'ambition, si vous voulez, mais on est en train de construire, c'est de dire qu'ils réutilisent cette tenue, ou ils peuvent justement la porter si on leur demande de le faire en cas de situation qui nécessiterait qu'ils la portent, pour que comme ça, même ceux qui sont en charge d'organiser la résilience concrète savent que tel ou tel jeune a pu réaliser le séjour de cohésion et donc a eu cette formation et cette mise en situation, et au-delà de la formation, de la mise en situation, a aussi acquis les valeurs, en tout cas, de cet engagement, du sens du collectif, d'une certaine discipline, et il connaît aussi les gestes de premier secours, etc. C'est ça notre ambition, et c'est une attente très forte des jeunes. C'est comment ils peuvent être utiles, comment ils peuvent être utiles. Donc nous, c'est vraiment de leur dire comment vous pouvez être utile. Vous êtes utile, mais être utile, c'est pas faire tout et n'importe quoi. Et voilà en quoi vous êtes utile. Et petit à petit, dans votre cheminement du parcours de l'engagement du SNU, donc première étape, deuxième étape et troisième étape, l'engagement volontaire, c'est là encore, au fur et à mesure, évidemment, ils acquièrent des compétences qui leur permettent de jouer tel ou tel rôle. C'est vraiment l'ambition que nous avons, et l'édition 2021 montre qu'on a vraiment... je pense que il y a vraiment des choses qui ont été acquises, et en plus, ça répond à un réel besoin des jeunes, ou en tout cas, ils le découvrent et ils disent, mais c'est formidable, en fait, on peut faire quelque chose. Et on dit, ben ouais. Très bien, et peut-être que l'idée que ça qui me vient, mais qui serait sans doute à étudier, dans ce qu'on leur remet au-delà de la tenue, je pense qu'il serait important de leur remettre aussi potentiellement un drapeau, parce que finalement, la résilience, c'est aussi la capacité d'adhérer à un projet collectif, et je pense qu'on a quelque chose à rénover à ce sujet-là. Cet été, j'étais dans les pays scandinaves et j'étais interpellé à quel point l'ensemble des habitants arborent fièrement leur drapeau devant leur maison, et j'ai tendance à croire que les symboles sont aussi importants dans notre résilience. Alors, pour terminer sur le… Alors, ils chantent tous les matins, ils font le lever des… Oui, ils chantent la Marseillaise. Exactement. Donc, ça pourrait être… C'est pour ça que je pense que ça pourrait être une continuité intéressante de tout ça. Enfin, j'ai moi-même été dans plusieurs centres SNU, j'en ai accueilli un d'ailleurs également dans ma circonscription, puisque dans le Rhône, on a eu la chance d'en avoir un à la fois dans le Rhône, la partie métropole, et la partie rurale voilà, qui était dans ma circonscription. Alors, pour terminer sur les SNU, finalement, donc, on a bien vu donc, les trois phases qui sont finalement des moments de mobilisation, de formation avec des réflexes élémentaires, qui sont des moments où les jeunes finalement se retrouvent, qu'ils soient issus du privé, du public, de l'instruction en famille, etc. Et il me semble, et donc ça c'est vraiment très bien, c'est vraiment, je vais dire, la base. Mais ce qui est, à mon avis, ce qui donne du sens également à ces trois étapes, c'est également la mission, pour que finalement le SNU ne soit que l'étincelle qui permette finalement de favoriser l'engagement, puisque on voit bien à quel point l'engagement parfois est quelque chose de, je ne sais pas si on peut le qualifier d'héréditaire, mais par exemple quand je vois les jeunes sapeurs-pompiers, il y en a plus d'un sur deux, le papa est pompier, et l'engagement, on va dire, le SNU a pour vocation, selon moi, de propager cet engagement. Mais je me pose la question finalement sur les missions. Est-ce que la ressource SNU, donc les jeunes qui ont fait le SNU, peut être une ressource qui est mobilisable en tant que telle, ou est-ce que ça se fait uniquement au travers, j'allais dire, d'intermédiaires, en disant, en pariant sur le fait que les jeunes SNU vont s'engager, on va dire, dans ce qu'on pourrait appeler des camps intermédiaires. Et finalement, est-ce qu'on ne devrait pas également s'appuyer sur des opérateurs de mobilisation d'une certaine manière? Je pense notamment aux communes, aux maires. Il me semble que le minimum, pour moi qui étais maire par exemple, serait que
les maires reçoivent chaque année un courrier, par exemple, en disant « Regardez les jeunes de votre commune qui ont participé au SNU », de telle sorte que les maires, dans les missions de basse intensité qu'ils ont au quotidien, pourraient non seulement accueillir ces jeunes en mairie pour les féliciter, voire même s'appuyer, on va dire, en priorité sur eux, sur certaines missions. Et donc, il me semble que cette information des maires serait intéressant, comme de la cellule élémentaire de la République, finalement, qui est la commune, voire même si on pouvait donner à ces opérateurs de mobilisation que sont les maires la possibilité d'envoyer un message à ces jeunes SNU. Je pense qu'au travers des missions que vous avez évoquées, ils pourraient finalement donner du sens à la durée, dans la durée, on va dire, à ces jeunes-là. Donc, comment finalement faire en sorte que cette ressource qu'on crée progressivement soit une ressource également mobilisable, finalement? Oui. Alors, merci, monsieur le rapporteur. La ministre vous a entendu, puisque justement, précisément pour les 15 000 jeunes que nous avons accueillis en juin, elle a écrit à tous les maires des communes dont étaient originaires ces jeunes pour donc les informer et les mobiliser pour l'étape 2 du SNU, donc cette mission d'intérêt général que les jeunes doivent réaliser dans l'année qui suit le séjour de cohésion, qui est une mission qui doit être d'une 12aine de jours, qui peut être en continu ou perlé. Et donc là, justement, c'était de dire, voilà, dans votre commune, vous avez 1, 2, 5, 10 jeunes qui ont réalisé leur séjour de cohésion en juin 2021. Donc, vous pouvez évidemment les mobiliser. Nous, on les invite aussi à le faire pour aussi toutes les cérémonies de commémoration et donc le 14 juillet, le 11 novembre et d'autres cérémonies. Et ils peuvent porter leur tenue à ce moment-là. On compte beaucoup sur les collectivités locales justement pour proposer ces missions d'intérêt général qui peuvent être très, très souples. Vous voyez, l'idée, c'est que, comme vous le dites, nous, quand même, un des objectifs du SNU, c'est aussi de réduire l'inégalité d'accès à l'engagement, ce que vous dites très bien. Donc, comment on fait? On leur donne ce premier temps un peu de classe prépa en séjour de cohésion, où ils apprennent la culture du débat aussi, la démocratie. Ils ne se connaissent pas du tout entre eux. On travaille avec l'algorithme des armées de façon à ce que dans un même centre, on n'ait pas de groupe déjà constitué. Donc pour eux, c'est quand même, on les sort d'une zone de confort, on les sort de leur zone géographique. À cause du Covid, on était en infra-régional. Et on verra si ensuite on est bien dans l'ambition initiale qui était de dire en interrégional, on les sort de leur zone géographique et en plus, ils sont dans un collectif où ils ne connaissent personne. Donc vous voyez que mais finalement, ils passent l'épreuve, si je puis dire, et ils grandissent et surtout, ils respectent l'autre. Ensuite, ils rentrent dans leur territoire et justement, c'est de dire, maintenant que vous avez ce socle de base, le deuxième temps, la prépa, c'est vous passez concrètement à l'action avec un niveau d'autonomie encore plus fort puisque vous allez être en mission d'intérêt général au service de votre territoire, donc soit la collectivité locale, soit une association locale, soit même votre propre initiative qu'on encadre, et c'est là où on doit mobiliser nos services et aussi pour aider dans tout ça, et nous, de mutualiser un maximum de choses pour faciliter. On a aussi la réserve civique, donc l'application Je veux aider, qui peut contribuer également, et c'est comme on est dans un dispositif de start-up d'État, on est sur des modèles très agiles, donc là aussi, moi, j'ai donné des orientations très fortes aux équipes. Donc là, une grande mobilisation. Et enfin, le Graal, c'est comme vous le dites, l'engagement volontaire, donc de 3 mois et plus. Et voilà. Donc ça, c'est pour dire, oui, les collectivités locales ont un rôle clé. Et justement, la ministre vous a entendu, puisqu'on l'a déjà produit et compte tenu des résultats, on renouvellera évidemment l'opération. Et au-delà de ça, donc cette mission d'intérêt général, nous, l'idée précisément, c'est qu'on puisse mobiliser facilement cette force vive, ces forces d'avenir que nous avons, que sont les générations montantes. Et donc là encore, on doit être très attentif parce qu'il y a tous les sujets de RGPD, de CNIL, etc. Mais dans le cadre de la start-up d'État qui gère l'application finalement de la relation continue que nous avons avec le jeune entre la période de préinscription et le déroulement du séjour, c'est de justement pouvoir gérer dans le temps, dès lors que le jeune en est d'accord, parce que là-dessus, il faut qu'on soit évidemment totalement exemplaire, donc la CNIL, on a travaillé avec eux pour avancer là-dessus, et qu'on puisse justement travailler sur ces forces vives et pour les acteurs de terrain qui puissent les mobiliser facilement. Très bien, merci beaucoup, Madame la directrice. Effectivement, j'avais sollicité la ministre à ce sujet-là, mais je n'avais pas… Elle vous a entendu. Réactive, mais je n'avais pas eu le retour formellement.
Et donc, si je comprends bien, donc les communes sont bien donc, notifiées du nombre de jeunes SNU. Et peut-être pour des questions juridiques encore, ils n'ont pas encore la liste nominative, si je comprends, parce que l'idéal, moi, dans ma vision, serait que le maire ait un courrier chaque année ou un mail en disant Voilà. tel jeune. Et par ailleurs, pour moi, l'idéal, je comprends bien l'ensemble des règles RGPD, liberté personnelle, mais il me semble que pour moi, l'engagement doit être l'option par défaut. Et donc, le jeune doit pouvoir cocher la case, non pas pour dire j'ai envie de m'engager, mais dire j'ai envie que mon maire me laisse tranquille d'une certaine manière, mais que s'il ne dit rien, c'est qu'effectivement, il s'engage pleinement dans sa citoyenneté et il est mobilisable avec à tout moment la possibilité de se désinscrire. Bien entendu. Donc, est-ce que on a l'audition de l'AMF juste après, de l'Association des maires de France, est-ce que c'est bien une liste nominative qui est d'ores et déjà envoyée ou pour l'instant, ce sont la quantité? Je ne veux pas vous dire de bêtises, je pense qu'on avait pris les précautions d'usage et on avait pu envoyer la liste nominative. Mais Très bien. je crois. De toute façon, c'est ce sur quoi nous travaillons. C'est-à-dire que je ne sais plus exactement ce qu'on a pu faire ou pas parce que ça a été un sujet. Là, maintenant, c'est pour ça que moi, j'ai travaillé avec la CNIL pour dire l'année prochaine, il faut qu'on soit et qu'en effet, on ait les précautions d'usage qui vont bien. Comme vous le dites, c'est au niveau de l'inscription aussi, de la même façon qu'on leur demande l'autorisation pour les photos, etc. Vous voyez, certains alors ça, c'était aussi amusant parce que certains ne donnaient pas l'autorisation pour les photos du droit à l'image. Et finalement, pendant le séjour, ils appelaient leurs parents, parce que comme ils sont mineurs, pour dire si, finalement, on voit l'autorisation, parce que moi, je veux être sur les photos. Et y a pas envie. Mais de la même façon, voilà, donc on leur dit, est-ce qu'on peut transmettre, vous voyez, on prévoit ça dans l'appli, de transmettre vos coordonnées, ou en tout cas votre nom, et voilà. En tout cas, on avance. Très bien, en tout cas, pour les maires, très très bien, parce que l'intégration dans les rites républicains, que ce soit les commémorations, les vœux, voilà, puis également les missions de basse intensité. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose d'important. Et puis même les maires, on va les questionner juste après sur vous savez que les collectivités ont la possibilité de faire des réserves de sécurité civile au niveau communal. Donc, il y a aussi des choses qui peuvent être pensées à ce sujet-là. Et c'est une attente des jeunes aussi. Vous voyez, ce qu'il ne faut pas, c'est ce sur quoi nous, on est très attentifs. Le séjour de cohésion ne doit pas être juste un moment et puis ça cosille. Il faut qu'ensuite, on soit vraiment à la hauteur de la promesse. Et donc, dès lors que vous avez ce rythme de passage à l'âge adulte où on dit aux jeunes, vous avez tout votre rôle à jouer, derrière, c'est effectivement, il faut qu'il y ait un relais qui se fasse et que ce soit concret. Les jeunes sont en attente aussi de choses très concrètes. Donc, si quelques semaines après leur séjour de cohésion, ils sont invités au 14 juillet, voilà, là, ils se disent, ils voient bien qu'il y a une continuité et on est dans quelque chose de cohérent. Très bien, très bien. Et puis, c'est aussi de la visibilité sur les territoires des jeunes qui feront un jour leur SNU. Alors, sauf si ma collègue a une question, alors moi, j'aimerais vous interroger plus globalement sur un sujet plus large. Quand on parle de résilience avec nos interlocuteurs, il y a souvent deux points qui reviennent. C'est l'adhésion à un projet collectif, parce finalement, la résilience, c'est la capacité de chacun à réagir et à aider la société en dehors du cadre habituel quand c'est nécessaire. Et on aide d'autant plus volontairement qu'on adhère à un projet collectif. L'ennemi de la résilience, c'est vraiment le chacun pour soi et tout le monde dans sa maison en disant je me planque dans ma maison, j'attends que les pompiers arrivent ou je ne sais quoi. Voilà. Et donc, il y a souvent deux choses qui reviennent. Il y a l'adhésion à un projet collectif et également la force morale des individus. Thucydide disait la force de la cité ne repose pas tellement sur la taille de ses remparts, mais sur la force de ses concitoyens. Et donc, j'ai envie de poser la question plus généralement, au-delà du SNU, est-ce que selon vous, j'espère que oui, j'allais même vous dire, quels sont selon vous les leviers dont dispose l'éducation nationale pour travailler à la fois sur l'adhésion à un projet collectif et sur également la force morale des jeunes, sur leur capacité, j'allais dire, à ne pas être totalement sidérés si un jour ils sont face à une situation qui sort de l'ordinaire. Est-ce qu'on a des leviers pour agir là-dessus ? On a déjà nos forces d'avenir, je dirais, les jeunes eux-mêmes. Je ne pourrais pas trop me prononcer sur l'éducation nationale parce que moi, je suis plutôt vraiment sur le périscolaire et l'extrascolaire, donc vous me pardonnerez, j'imagine que vous voyez peut-être aussi le DGESCO et voilà, et je serai mal à propos. Sur le périscolaire et l'extrascolaire, donc là, c'est quand même complètement mon sujet et donc, quand vous dites l'adhésion à un projet collectif, les générations montantes et les études le montrent,
elles sont tout à fait en mesure d'adhérer à un projet collectif dès lors qu'elles en comprennent le sens. Donc ça, c'est vrai que ce qui est très important, c'est le sens, et qu'elles voient également l'utilité immédiate de leur action. C'est-à-dire qu'on a des générations qui sont beaucoup moins, ce que montrent les études, dans l'idéation ou des concepts, mais qui sont concrètement, qu'est-ce que je fais, comment je me mobilise et quelle sera la valeur ajoutée de mon action. Donc, dès lors que ce cadre est clair, il y a une très forte mobilisation et on l'a vu, par exemple, pendant le confinement. Alors, on a toutes les marches des jeunes, vous voyez, sur le développement durable et ils marchent. Ils sont aussi dans leur comportement très attentif et c'est justement de dire, moi, dans ma vie, qu'est-ce que je fais pour ça concrètement? C'est-à-dire, je ne suis pas dans la conceptualisation, je suis dans l'action. Et on l'a vu lors du confinement, on a eu une jeunesse donc, qui s'est immédiatement mobilisée. D'une part, donc, on l'a vu avec la réserve civique, je veux aider, pour tout de suite être dans l'action, et également les jeunes que nous avions en service civique, qui, donc certains, les missions ne pouvaient plus avoir lieu en raison du confinement, et ça a été de dire, mais comment je transforme la mission pour être encore actif à distance, ou sinon, est-ce que j'ai une possibilité d'aller m'investir sur des actions concrètes pour lesquelles on a besoin de moi. Donc, l'adhésion à un projet collectif, c'est plutôt de savoir comment on travaille sur ce projet collectif et quel est le sens que l'on donne. Et on l'a vu là aussi au séjour de cohésion du SNU, quand vraiment vous donnez à voir concrètement c'est quoi la démocratie, c'est quoi la République française, quelles sont les valeurs, l'importance de la solidarité, de la fraternité, de la liberté, de l'égalité, parce qu'on est aussi sur tous les sujets femmes, hommes, etc. Il y a une adhésion très forte. Dès lors que vous explicitez bien le sens, les droits et les devoirs des deux côtés, comment ça fonctionne, c'est quoi du collectif pour que ça fonctionne. Et ce sont les premiers à vous dire que si les cadres ne sont pas clairs et si les choses ne sont pas partagées, c'est la loi de la jungle, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Donc, ça, c'était sur l'adhésion, je dirais, au projet collectif. La force morale de l'individu, pour moi, et pour eux, me semble-t-il, de ce que je vois et de ce que je lis, elle est en fait très lié à ce projet collectif. Et on l'a vu là encore avec cette épreuve que nous avons traversée du Covid et qui a été quand même aussi, qui est aussi extrêmement, je ne sais pas si elle est traumatisante, mais en tout cas très marquante pour les générations montantes, parce qu'ils ont été vraiment coupés de liberté à l'âge où on doit s'émanciper, où on doit faire preuve de liberté. Ce qu'a montré le confinement, c'est que justement, la force morale, elle s'amenuise, d'autant plus que vous êtes isolés. Et qu'on a eu des cas de très, très grande fragilité. Et là aussi, même, alors vous allez me dire, l'échantillon est très, très, très limité, parce qu'on avait 15 000 jeunes, mais 15 000 jeunes, c'est quand même pas rien. Et on a vu à quel point ce séjour de cohésion, pour eux, a été extrêmement important. On a même eu des cas où on a bien vu que ça leur avait permis de se remobiliser grâce au collectif et de renforcer leur force morale. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question précisément sur des leviers. C'est plus quand même comment cette génération montante, quelles sont ses valeurs, ses réflexes et ses modalités d'action. C'est évidemment une génération qui est différente de la précédente et qu'il est d'autant plus, je ne sais pas si on parlera d'une génération Covid, mais qu'il est d'autant plus qu'on est dans un monde qui est totalement disrupté. Donc, on voit bien qu'on est sur des modalités de comportement qui sont, et qui sont très, très différents de la génération même qui les précédait juste avant. Non, tout à fait. Alors, et puis, effectivement, vous avez répondu en bonne partie, puis il y a la partie éducation nationale qui est un autre sujet. Donc, ouais, notamment sur la question, par exemple, de la tenue ou des rites qu'on peut avoir. Enfin, quand je regarde le modèle éducatif côté asiatique, c'est vrai que je trouve qu'il y a des côtés très positifs, on va dire, dans la manière dont ils conçoivent l'éducation et dans la manière dont derrière ça se traduit dans le rapport de chaque individu au collectif. Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres de la pandémie, il y a plusieurs choses sans doute qui expliquent que les Asiatiques parfois aient su mieux gérer, mais je pense que notamment le rapport qu'ils ont au collectif en tant qu'individu est un des éléments explicatifs. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a énormément d'initiatives qui sont menées, parce que là aussi, enfin, on a un ministre qui est très, très mobilisé sur ces sujets. On parle toujours beaucoup plus des trains qui n'arrivent pas à l'heure, et c'est légitime, hein, mais il y a quand même, de ce que je vois, mais je ne peux pas… Ouais, oui, ok, ça marche. Voilà, en tout cas, merci pour vos réponses. Alors,
peut-être 2 dernières questions sur la dizaine de minutes qui nous restent. Oui, bon, je suis trop bavarde. Et non, mais c'est très bien. Une question peut-être concernant la vie associative en tant que telle, puisque vous avez ça, j'allais dire, dans l'étendue de vos responsabilités, et on connaît l'importance de la vie associative en France, que ce soit aussi bien en zone urbaine qu'en zone plus rurale. Spécifiquement, est-ce que vous avez un aperçu sur les associations qui se consacrent spécifiquement à la question de la prévention des risques ou à la protection civile? Est-ce que vous avez une idée du nombre d'associations qui sont dans ce domaine? Oui, combien d'adhérents et finalement quelle force de frappe ça peut constituer si un jour le pays était confronté à un risque important? Alors, on a une vision partielle et là, on travaille aussi dans le cadre de ma direction à toute la modernisation, simplification de la vie associative et aussi d'avoir les données les plus exhaustives possibles parce qu'elles sont très éclatées avec des systèmes d'information qui ne communiquent pas forcément entre eux, même qui ne communiquent pas du tout entre eux. Mais donc, on s'y emploie et on est là on a lancé d'ailleurs une nouvelle start-up d'État là-dessus pour travailler en cercle concentrique avec une méthode agile. Et là aussi, moi, je préfère la stratégie des petits pas que les petits matins au grand soir. Donc, pour répondre à votre question, on a sur le champ évoqué, donc on a au greffe des associations, il y a une nomenclature. Les champs que vous avez évoqués concernent à peu près 200 entrées de cette nomenclature, puisqu'on a les associations qui sont classées dans la sécurité, les sapeurs-pompiers, le sauvetage, secourisme, protection civile, prévention, formation, cours de secourisme, sécurité routière, sauvetage en mer, sécurité, sauvetage en montagne. Et là, on a un total de 4288 associations référencées. On n'est pas en mesure de donner de déterminer en tout cas les effectifs. Sans un niveau d'accréditation élevé. Ces données sont centralisées au ministère de l'Intérieur exclusivement ou à l'INSEE. Donc, vous voyez là aussi, mais c'est ce sur quoi on travaille, c'est-à-dire là encore dans toute la démarche de transparence que l'on fait, mais et pour l'instant, les données sont protégées parce qu'elles donnent le numéro d'identification au répertoire, le NIR des salariés, et donc c'est le numéro de sécurité sociale. Donc voilà, après, sur cette base-là, on peut faire des tris territoriaux, des requêtes territoriales, et là, on me disait que par exemple dans l'Ain, 129 associations ont été enregistrées dans l'Ain, c'est-à-dire que leur siège social est dans l'Ain. Donc voilà, et appartiennent à ces catégories. Donc ce sont les informations qu'on peut exploiter aujourd'hui. Très bien, donc je note que finalement il y a beaucoup d'associations qui sont concernées, mais qu'il y a peut-être un travail d'une certaine manière de coordination parfois, si on veut vraiment déjà évaluer la capacité dont elles disposent et utiliser si nécessaire, sans non plus porter atteinte, bien entendu, à leur indépendance. C'est là le travail de l'État, et on peut plus faire, mais il ne faut pas non plus trop en faire. Mais, OK. Et donc, nous, il y a ce travail-là que l'on fait, ne serait-ce que pour la transparence et une bonne connaissance. Après, très concrètement, c'est l'ambition de notre plateforme jeveuxaider.gouv.fr, parce que là, on est plutôt dans une offre servicielle, aussi bien à l'égard des bénévoles que des associations. Ils poussent immédiatement leurs demandes et d'un coup d'un seul, ils vont avoir des bénévoles qui vont y répondre. Donc, à ce moment-là, vous voyez, on est sur quelque chose, enfin, on a les deux approches. Oui, OK. Et parce que le Je veux aider, donc effectivement, c'est l'interfaçage entre les demandes, entre ceux qui sont prêts à offrir leur temps et les organisations qui peuvent le solliciter. Et est-ce que l'État en tant que tel peut aussi mobiliser potentiellement ces personnes dans ses propres missions sans forcément recourir à un tiers? C'est-à-dire que l'État peut offrir des missions d'une certaine manière. Absolument. On a l'État qui peut dispenser des missions, les collectivités locales aussi, certaines utilisent donc Je veux aider, et même en marque blanche, vous voyez là-dessus, on est sur des choses mais très concrètement, vous voyez, quand il y a eu les inondations dans les Alpes-Maritimes, le Secours populaire nous a sollicité. En 5 minutes, 50 bénévoles étaient identifiés, mobilisés pour distribuer des vêtements, vous voyez, par la plateforme.
Le soutien aux services publics, ça a été la PHP, les hôpitaux de Paris qui avaient besoin d'équipes non médicales. Là aussi, on a pu impliquer 500 bénévoles dans un temps très, très, très record. On a aussi bien des missions, vous voyez, qui peuvent être récurrentes. On va avoir des associations qui demandent quelqu'un tous les samedis matins, le mardi soir ou 3 jours par semaine pendant 6 mois, que des actions très ponctuelles et de pouvoir répondre tout de suite. Voilà, on avait aussi en Seine-Maritime, je voyais identification de 10 bénévoles pour accompagner pendant 9 jours des jeunes malades à l'hôpital d'Argueil. Non, mais c'est très bien d'agir aussi sur le temps court en complément. Voilà. Et sur l'action, c'est-à-dire dès qu'il y a un besoin et de dire poussez votre besoin, vous avez envie d'agir, déclarez-vous sur cette plateforme. Vous êtes une association, une collectivité locale, un établissement public, mettez votre besoin et nous, on fait le matching et ça va très, très vite. Très bien. Alors, une dernière question. Dans votre casquette, j'allais dire, de délégué interministériel à la jeunesse. J'aimerais, si vous êtes délégué interministériel, c'est qu'il y a une politique interministérielle en faveur de la jeunesse, pas uniquement éducation nationale. Et donc, finalement, j'aimerais que vous puissiez nous dire un mot sur la manière dont cette politique jeunesse peut s'articuler avec d'autres ministères. Est-ce que certains ministères ont un rôle particulier? Je pense notamment aux armées qui ont une politique jeunesse, on va dire, en particulier. Et donc, je suppose que vous êtes en charge d'animer, on va dire, ce réseau jeunesse interministériel. Donc, voilà, est-ce que vous pourriez nous donner vraiment un aperçu global et en quelques minutes, je m'en excuse, sur la politique interministérielle en matière de la jeunesse? Parce que la politique jeunesse, elle est éminemment transversale. Même ma direction et mon programme 163 est très modeste par rapport à tout l'effort de l'État en faveur des générations montantes. Et les premiers ministères sont évidemment l'éducation nationale, le ministère du Travail qui est très, très engagé aussi sur la jeunesse, le ministère de l'Agriculture par ailleurs. Et évidemment, la Défense nationale, elle a son service jeunesse, mais là, on travaille très, très étroitement ensemble, de toute façon, ne serait-ce que par le SNU. Et j'étais moi-même dans le groupe de travail piloté par le général Menawine qui préfigurait le SNU pour le président de la République. Donc voilà. Ensuite, très concrètement, donc nous, c'est sur des sujets où on est totalement en interministériel et donc là aussi, c'est le SNU. On a lancé la politique du mentorat voulue par le président de la République avec 100 000 mentors et mentorés en 2021 et 200 000 en 2022. Donc là, c'est nous qui animons aussi l'interdirection, on va dire, l'interadministration, parce qu'avant le jury de sélection, moi, je réunis un jury de présélection qui réunit 8 ministères parce que là encore, on est sur une politique interministérielle. J'ai un autre sujet important que sont les rassemblements festifs. Donc là aussi, où vraiment, il faut qu'on se mette d'accord entre le ministère de l'Intérieur, de la Justice, du SUB, du SCO, etc. et nous, donc la jeunesse. Donc là, ce sont des sujets très concrets d'interministérialité. Au-delà de ça, c'est effectivement nous assurer que l'action du gouvernement, enfin des ministères, est bien coordonnée et de donner de la visibilité. Donc, on est en train de rénover le site jeune.gouv où précisément, on a un jeune, une solution qui est la plateforme servicielle qui s'adresse aux jeunes et en particulier dans le plan de France Relance. Donc, quelles sont toutes les modalités qui ont été mises en œuvre dans le cadre de France Relance, mais on étend beaucoup plus, c'est-à-dire que même sur un jeune, une solution, on va mettre tout ce qui concerne l'engagement, peu à peu le logement, etc. Et nous, on plug également notre boussole des jeunes. Parallèlement, on rénove le site institutionnel jeune.gouv, où là aussi, on aura une vision beaucoup plus globale. Et enfin, et ce n'est pas le dernier sujet, donc au 1er janvier, il y a la présidence française de l'Union européenne, où l'aspect jeunesse et la dimension jeunesse est très importante. Et la présidente a également désigné l'année 2022 comme l'année européenne de la jeunesse, et le gouvernement donc m'a nommée comme coordinatrice nationale de l'année européenne de la jeunesse 2022. Donc là encore, ça va être très concrètement la possibilité justement d'animer toute cette dynamique jeunesse des différents ministères. Après, on travaille beaucoup avec l'ASE, enfin, vous voyez, avec Adrien Taquet. Enfin, voilà, on est sur les différents sujets, mais là encore, nous, on a plus un rôle d'impulsion, coordination, et encore de nous assurer, en tout cas c'est l'ambition qu'on a, que tout ce qui est fait pour les jeunes soit lisible par les jeunes eux-mêmes. C'est surtout ça qui est important. Très bien, merci beaucoup Madame Pérez sur ces échanges extrêmement larges et enrichissants à la fois sur la jeunesse, la vie associative, et on a peu parlé de l'éducation populaire de manière directe,
Et l'ensemble de ces échanges nous éclaire très utilement sur nos travaux concernant la résilience nationale. Donc, merci pour tout ça et bonne journée à vous et merci pour votre participation. Merci, monsieur le rapporteur, à vous de votre écoute et puis, mesdames et messieurs les députés, en tout cas, et à votre disposition aussi, si vous avez besoin qu'on vous fasse passer des compléments écrits, n'hésitez pas. Surtout. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci, monsieur le rapporteur. À vous. Merci beaucoup. Belle journée. Merci.